Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, enregistré en public à l'école alsacienne devant un public qui a bravé le beau temps. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec David Jays, essayiste et entrepreneur ci-devant, rapporteur général du Conseil national de la rénovation, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et avec Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui publie une chronique de Sylvain Sipel, l'ancien directeur de la rédaction de Courrier International et auteur entre autres de l'État d'Israël contre les Juifs, qui apportera chaque jour son regard et ses analyses pour mieux comprendre ce qui se joue dans la guerre actuelle. Il tiendra, nous dit Le 1, une chronique quotidienne. Nous mettrons en ligne mercredi les échanges que nous allons avoir tout à l'heure avec le public venu à l'école alsacienne, où notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 5 novembre, et vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium, garanti rédigé sans recours à l'intelligence artificielle et auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Enfin, selon un rite qui n'est pas seulement un rite, je veux dire qu'il ne faut pas y voir que la force de l'habitude. Je vous rappelle que vos contributions défiscalisées à hauteur de 66% sont essentielles à la poursuite de nos conversations. Nous allons évidemment consacrer exclusivement cette émission à ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Nous le ferons en deux parties, une première partie sur la situation internationale et une deuxième sur les échos, l'impact, les secousses que ce qui s'est passé le 7 octobre peut avoir en France. Commençons donc par le 7 octobre, Pearl Harbor, octobre 73, 11 septembre israélien, pogrom, razzia. Les médias peinent à qualifier les attaques conduites par le Hamas en Israël le 7 octobre. Les hostilités ont commencé à l'aube par un déluge de roquettes tirées depuis la bande de Gaza vers les localités israéliennes voisines, mais aussi plus en profondeur, jusque vers Tel Aviv et Jérusalem. Profitant de l'effet de surprise, des combattants du Hamas se sont joués de l'imposante barrière de sécurité érigée par Israël autour de la bande de Gaza, attaquant des positions militaires ou des civils en pleine rue. Des actes de sauvagerie ont été commis et filmés. Selon les derniers décomptes, quelques 1300 Israéliens ont été tués et environ 150 binationaux et étrangers, hommes, femmes et enfants, en majorité des civils, sont retenus en otage par le mouvement islamiste. En 30 ans, l'État d'Israël a libéré près de 7000 prisonniers palestiniens pour obtenir en échange la libération de 19 Israéliens et récupérer les corps de 8 autres. Les enlèvements actuels placent évidemment l'État hébreu dans une position inédite et complexe. 48 heures après le choc de l'attaque du 7 octobre, Israël a déclenché une offensive militaire de très grande ampleur contre la bande de Gaza, offensive visant à en éradiquer le Hamas. Ces autorités comptaient hier plus de 2200 morts palestiniens et 9 otages tués dans les bombardements israéliens. Elles ont menacé d'exécuter un otage chaque fois qu'un civil gazaoui serait tué par une frappe israélienne. L'armée d'Israël a demandé aux habitants du nord de la bande de Gaza d'évacuer vers le sud. Comme l'Ukraine, la question palestinienne provoque une vive opposition entre le bloc occidental, qui condamne sans réserve les massacres du Hamas, et le bloc des pays du Sud, qui oscille à quelques exceptions près entre ambiguïté quant aux responsabilités et appelle à la désescalade, comme le font la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud, et soutien clair aux terroristes du Hamas, comme l'Iran, l'Algérie, la Tunisie ou le Soudan. Seul dirigeant de l'OTAN à ne pas avoir condamné l'attaque menée par le mouvement terroriste, le président turc Erdogan a dénoncé les méthodes honteuses d'Israël. Au Liban, des scènes de liesse ont accueilli les attaques du Hamas. Les États-Unis, qui ont déployé en Méditerranée orientale le porte-avions USS Gerald Ford, le plus gros navire de guerre du monde, ont mis en garde lundi le Hezbollah de ne pas ouvrir un deuxième front contre Israël. L'Arabie saoudite a suspendu le 14 octobre les discussions sur une possible normalisation avec Israël. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Je pensais que c'était David, d'abord, mais qu'importe. Abomination, tragédie, barbarie. Pour moi, c'est autre chose que des crimes de guerre, ce qui s'est passé le 7 octobre. On est au-delà. Il y a véritablement
la volonté non seulement d'attaquer, mais de tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. C'est-à-dire qu'on est face à une situation qui rappelle ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est absolument presque inqualifiable. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, des civils. On n'est pas sur une armée qui attaque une autre armée. On est sur autre chose. Et le Hamas clame depuis sa création sa volonté de supprimer l'État d'Israël. Donc ce n'est pas des Israéliens qu'il a attaqués, ce sont des Juifs. Et moi j'y vois une grande différence. Ce qui n'est pas du tout, de ma part bien sûr, vouloir excuser Israël d'une politique que Barnavi a qualifiée d'imbécile depuis longtemps, ce qui est absolument incontestable. Mais au-delà de cette condamnation de la politique israélienne qu'on pouvait faire déjà et que nous faisions déjà depuis longtemps, cet acte est, pour moi, d'une autre nature que le seul crime de guerre. Et donc, il faut bien avoir ça en tête, qu'il y a véritablement un moment de bascule où on ne sait pas vraiment vers quoi on va, vers le tragique sûrement. Et les conséquences de ce tragique, nous avons beaucoup de mal à les mesurer. On sait que ça va être affreux, mais on ne sait pas comment on va pouvoir sortir de cela. Il y a de la part du Hamas la volonté, je pense, pourquoi il a fait ça ? Parce que c'est au fond la question. Il ne va pas réussir à liquider Israël, il ne va pas réussir à liquider l'armée israélienne, même si on peut dire les fautes du renseignement, même si on peut dire l'armée a mis longtemps, quand on connaît l'armée israélienne, à réagir, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Quelle est la logique qui a amené à cela ? À part la haine, bien sûr, profonde, mais pourquoi cela ? Sans doute pour, justement, après cet effet de sidération, deux éléments. Remobiliser une opinion publique arabe dans sa grande diversité, mettre un terme à ce qui était, au fond, une tentative de paix ou tout au moins de négociation avec Israël. Ça avait été le cas de l'Égypte il y a longtemps, puis de la Jordanie, et puis c'est les fameux accords d'Abraham, et d'une négociation en cours avec l'Arabie saoudite qui est déjà maintenant suspendue, assurément. Mais c'est, je crois aussi, pousser Israël à la faute dans une réaction extrêmement violente, puisqu'on a une opinion publique, y compris les plus pacifistes des Israéliens, qui, après cet état de sidération et au fond de très grands malheurs et très grandes tragédies, est prêt, au fond, à accepter ce qui est aussi, de mon point de vue, inacceptable. C'est-à-dire la liquidation, parce que quand on attaque dans une guerre urbaine aussi dense, par sa population et par ses constructions, c'est le massacre assuré. Et on ne vide pas, disons, 1 200 000 habitants du nord de Gaza vers le sud pour aller où ? Comment ? Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire. Donc on va être si on n'arrive pas à freiner Israël, et ça me semble très difficile, on ira à un massacre dont les conséquences pour Israël seront extrêmement négatives. David Jayes. Oui, je pense que le mot de tragédie n'est pas usurpé, parce que ce à quoi nous avons assisté, c'est absolument indicible, et c'est d'une symbolique monstrueuse. C'est-à-dire que des terroristes pénétrant dans des kibbutzim ou dans des maisons, massacrant, brûlant vifs des gens, emportant ou déportant des personnes âgées, des jeunes enfants, des bébés vers la bande de Gaza. Tout ça parce que ces personnes sont juives. On parle de civils innocents. C'est au-delà de tous les mots. C'est d'une symbolique absolument épouvantable.
Et je crois que ce qui rajoute à cette tragédie, et c'est le premier élément de la tragédie, c'est qu'il y a entre... normalement, les paroles peuvent consoler. Et nous avons, depuis quelques jours, entendu un déluge de paroles qui témoignent d'une incroyable faute de temps et d'une incroyable faute d'humanité. C'est-à-dire, les cadavres étaient encore chauds que certains commentateurs parlaient de résistance, de lutte de libération, finasser, se lancer dans des comptabilités macabres, dans des comparaisons sordides, peser au trébuchet les raisons. Je crois que le simple fait de prononcer des paroles qui tentent de peser au trébuchet, de comparer, ajoute en réalité à la tragédie et ajoute à l'horreur par le caractère abstrait, automatique, mécanique de ces paroles. Et cette faute de temps, moi, je ne suis pas prêt de l'oublier. Et elle a été commise par beaucoup de commentateurs. Alors, le deuxième élément de tragédie, c'est évidemment ce conflit israélo-palestinien, sans solution en réalité depuis ses origines, mais qui ne fait que se dégrader et qui a atteint un point d'impasse probablement inédit depuis le 7 octobre, puisqu'il n'y a plus aucune ressource disponible, en réalité, d'un côté comme de l'autre, pour négocier quelque chose comme une paix séparée ou une cohabitation pacifique. Les personnalités du côté palestinien, militaire ou politique, qui auraient pu endosser cette négociation ont disparu. Aujourd'hui, le Hamas tient le devant de la scène et c'est un mouvement, ce n'est même pas un mouvement islamiste. Pour moi, on est même au-delà du terrorisme. On est dans du pogrom et dans de la guerre sainte. Je lisais il n'y a pas longtemps un livre sur les massacres de la Saint-Barthélemy qui s'appelle « Ceux qui tombent ». Et on voit dans cette volonté de mutiler les corps, de les souiller, parfois par des gens qui vivent à quelques kilomètres ou à quelques centaines de mètres, une volonté justement de guerre sainte, c'est-à-dire il faut que le corps soit le plus mutilé possible pour bien montrer que on est dans une cause eschatologique. Et donc quand on rentre dans le registre de la guerre sainte, il n'y a évidemment aucune solution. Et puis du côté israélien, il me semble que Benjamin Netanyahou, par son alliance constante avec les éléments ultra-nationalistes, ultra-religieux, les colons les plus durs de la Cisjordanie, a accéléré cette impasse. J'ajoute aussi la responsabilité d'un certain nombre de pays arabes, le Maroc, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, qui en fait, dans un compromis tacite ou même exprimé avec Israël, pensaient que la question palestinienne était définitivement enterrée. Et nous venons d'assister là à l'un des retours du refoulé les plus abominables, les plus brutaux, les plus terribles qui soient. C'est-à-dire que cette question palestinienne dont tout le monde trouvait commode de se débarrasser finalement, pour revenir à un business as usual, pour mettre en place les accords d'Abraham, pour établir des relations diplomatiques, commerciales, économiques dans la région, eh bien tout ça est brutalement tombé par terre. Et ce que je trouve proprement tragique, c'est qu'il n'y a plus de ressources ni territoriales, ni politiques, ni intellectuelles aujourd'hui pour faire la paix. Il n'y a que de la haine. Il n'y a que de la rage, il n'y a que de la violence, qui plus est de la violence de guerre sainte. Je ne vois pas dans l'immédiat de solution. Et puis, troisième élément, je vais aller très très vite, c'est que ce conflit est une miniaturisation de l'état du monde. C'est-à-dire, je dis souvent, vous n'aimiez pas l'ordre international bipolaire opposant les États-Unis à l'URSS. Vous n'aimiez pas l'ordre international sous l'hégémonie américaine, qui faisait bon an mal an le gendarme du monde. Vous allez adorer la jungle dans laquelle nous entrons. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde totalement anomique, totalement anarchique, où deux lois seulement prévalent, la loi du plus fort et la loi de la survie. Nous sommes entrés dans une logique de rapt. On le voit évidemment avec l'agression de l'Ukraine par la Russie. On le voit avec ce qui se passe en Israël et en Palestine. On le voit avec l'agression du Haut-Karabakh par Aliyev et évidemment l'Azerbaïdjan. On le voit avec les bruits de bottes aussi au Kosovo. C'est-à-dire que cet ordre international qui n'est plus tenu par rien
est devenue une jungle, et c'est absolument terrifiant et angoissant. Nicole Niesotto. Oui. Elie Wiesel écrivait que le terrorisme, c'est le règne illimité de la peur et du désespoir. Je crois que c'est donc le règne illimité de la peur et du désespoir. Et je crois que le premier point, moi, que je veux souligner, c'est que d'une certaine façon, le terroriste de Hamas a gagné une première manche, c'est-à-dire l'espoir, si ténu soit-il, que l'on pouvait avoir d'un règlement peut-être interétatique du conflit israélo-arabe, d'un monde meilleur, de sociétés démocratiques occidentales, c'est-à-dire israéliennes et européennes pacifiées. Tout ça est mort avec l'attaque du 7 octobre. Entre parenthèses, je ne sais pas si ça a un lien, mais c'est le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Je ferme la parenthèse. Tout ça est mort. Et donc, ils ont gagné la première manche. Et comme le disait Béatrice, on ne voit pas très bien quelle lueur d'espoir peut naître de ces tragédies. Mais ce qui est plus pervers, si je puis dire, de la part de Hamas, c'est que son objectif, c'est pas simplement de détruire Israël, ça il le dit, il l'écrit et il le clame partout, c'est de renverser la charge de la preuve. La stratégie aujourd'hui, c'est une stratégie extrêmement perverse d'enfermer Israël dans une souricière militaire et de renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire si Israël met en œuvre des représailles systématiques, voire même une punition collective contre les Palestiniens de Gaza, évidemment, l'image d'Israël sera tuée, l'image d'un Israël démocratique mettant en œuvre son autodéfense, tout cela risque d'être renversé et l'image d'Israël pourrait être celle d'un peuple qui détruit, enfin qui tue un autre peuple. Et donc je trouve que là, il y a effectivement le piège de la souricière pour Israël, ils en sont très conscients. C'est d'ailleurs pour ça que Joe Biden ou le secrétaire général des Nations Unies n'arrêtent pas de répéter à Israël, il faut respecter le droit humanitaire, il faut respecter le droit de la guerre, et un des éléments du droit de la guerre, c'est que les représailles peuvent être légitimes quand on a été attaqué, à condition qu'elles soient proportionnées, que la réponse soit proportionnée à l'attaque. Alors c'est très difficile de juger qu'est-ce que c'est qu'une réponse proportionnée. En tout cas, ce n'est pas une réponse par punition collective. Et ça, c'est un vrai dilemme aujourd'hui pour le gouvernement israélien. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est... et je réfère aussi à l'excellent papier d'Elie Barnavi, vraiment, il faut que tout le monde l'ait lu, c'est d'une intelligence absolument remarquable. Le deuxième point, c'est sur comment on en est arrivé là, quand même. Et il y a une explication qui est propre au gouvernement israélien, de droite, d'extrême droite même, et puis une explication qui est propre à la stratégie américaine et à la stratégie occidentale. Pour le gouvernement israélien, depuis la mort de Rabin, le gouvernement de droite et d'extrême droite aujourd'hui ont essayé d'utiliser le Hamas comme une preuve qu'on ne pouvait pas rentrer dans des négociations de paix puisque les Palestiniens étaient représentés par un groupe terroriste. Donc il y a quelque chose, comme le dit Barnavi, d'imbécile dans cette politique. Mais surtout, de la part des Occidentaux et des Américains en premier lieu, il y a eu une évolution sur le conflit israélo-palestinien où surtout avec Donald Trump, l'idée était on ne peut plus faire la paix avec le peuple palestinien, donc on va essayer de faire la paix par des accords interétatiques avec les pays arabes. Donc après l'Égypte, après le Maroc, après la Jordanie, les accords d'Abraham visaient à aider Israël à avoir de bonnes relations et des reconnaissances mutuelles avec les autres pays arabes, le Bahreïn, les États arabes unis, et bientôt l'Arabie saoudite, c'était presque en train d'être fait, un accord incroyable de reconnaissance mutuelle entre l'Arabie saoudite et Israël. Et donc cette idée que on pouvait oublier la question du peuple palestinien et régler la paix au niveau interétatique. Et ça, c'est une erreur stratégique fondamentale. Ça me rappelle le congrès de Vienne, quand les grands États de l'époque négociaient, se partageaient l'Europe, un bout de Belgique donné aux Pays-Bas, un bout d'Italie donné à l'Autriche-Hongrie, avec cette phrase de Metternich qui disait « l'Italie est une expression géographique ». L'Italie est une expression géographique. Autrement dit, pour nier
la question des nationalités en Europe qui bouillait, et ça leur est retombé sur la tête à partir de 1948 sur les révolutions nationales en Europe. Et là, c'est la même chose. Cette idée qu'on peut faire la paix contre les peuples, ça, je crois que c'est une erreur historique majeure dont le gouvernement israélien n'est pas seul responsable. Il y a eu du côté occidental, du côté américain et suivi par les Européens, la même erreur stratégique. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, évidemment, je partage les sentiments d'indignation et de profonde tristesse, en plus relayés par la tragédie nationale que nous allons évoquer, je pense, tout à l'heure. Alors, évidemment, en France, partout, mais surtout en France, on adore les querelles de mots. Donc, on s'est battu depuis 8 jours sur savoir terrorisme, crime de guerre, crime contre l'humanité. Je ne vois pas pourquoi on s'interroge sur ces mots. C'est très clair dans les 3 cas. Nous sommes en face d'actes terroristes. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme ? C'est l'utilisation de la terreur à des fins politiques, c'est-à-dire la mise en scène d'une terreur frappant évidemment des innocents, frappant des gens qui n'ont rien à voir avec le conflit dont il s'agit, mais dans l'idée de frapper de stupeur l'ensemble des populations. Nous sommes en plein dans le terrorisme. Crime de guerre, à l'évidence. Qu'est-ce que c'est qu'un crime de guerre ? C'est un crime qui frappe les civils de façon indépendante d'un objectif militaire précis ou est dans des conditions disproportionnées par rapport à l'objectif militaire. C'est pas nouveau, les crimes de guerre. On peut dire que les Américains et les Britanniques ont fait des crimes de guerre en bombardant systématiquement les villes allemandes pendant la guerre. En revanche, on considère qu'il n'y a pas de crime de guerre quand on voit les dommages collatéraux extrêmement importants infligés aux populations françaises à la veille du débarquement du 6 juin 1944. Là, nous sommes en plein dans le crime de guerre. Les civils sont frappés directement, massivement, indépendamment effectivement de tout objectif de conquête de stratégie militaire qui n'existe pas, puisque la seule chose qui soit recherchée, c'est l'effet de sidération avec retrait immédiatement des troupes. Troisièmement, crime contre l'humanité, évidemment. Il y a crime contre l'humanité, il suffit de lire les déclarations des gens du Hamas pour savoir que ce qui est en cause, ce n'est pas l'État d'Israël, ce n'est pas la politique d'un gouvernement, c'est le fait de la population juive, les juifs en tant que tels, qu'ils soient en Israël, aux États-Unis, à Paris ou ailleurs, doivent être tués parce qu'ils sont juifs. C'est tout. Donc on est en face, il n'y a aucune sorte d'excuses et il ne devrait y avoir aucune sorte de discussion là-dessus. Nous sommes en présence d'actes terroristes, de crimes de guerre et d'un crime contre l'humanité. Alors au-delà, quand on fait l'analyse politique, je crois qu'il faut, je suis d'accord avec ce qui dit, notamment avec ce qui a été dit, notamment avec ce que vient de dire Nicole, nous avons un effet dans cette affaire de tenaille entre 2 objectifs différents. D'abord, l'objectif de l'État d'Israël, qui a une dérive extraordinairement préoccupante. L'alliance de Netanyahou et de l'extrême droite, celle que dénonce justement Elie Barnavi, est évidente. Les gens qui sont au pouvoir aux côtés de Netanyahou sont les héritiers moraux des assassins d'Yitzhak Rabin. Il faut bien le voir comme tel. Ces gens-là avaient eu un objectif extrêmement précis qui est de coloniser progressivement, mais avec une violence continue et systématique, la Cisjordanie. Et d'autre part, de remettre en cause le périmètre sacré des lieux saints à Jérusalem. Donc, d'un côté, on avait Gaza, c'est-à-dire un enfer, un ghetto infernal avec 2 500 000 personnes sur une bande de terre ridicule, des densités de 6 000 personnes au kilomètre carré, enfin quelque chose d'infernal et qui se révélera infernal. D'autre part, un projet de destruction totale de la Cisjordanie, progressif, et donc l'absence de tout avenir collectif pour le peuple palestinien et une utilisation assumée, il y a des déclarations extrêmement claires, notamment de M. Netanyahou sur ce point, une utilisation assumée, une instrumentalisation assumée du Hamas, qui est une vitrine suffisamment repoussante, abjecte,
pour disqualifier toute forme de discussion avec la Palestine. C'est ça le processus qu'analyse et que décrit et que condamne avec beaucoup de force notre ami Barnavi. Je dis notre ami parce que nous l'avions invité à cette émission, notamment à Blois, je m'en rappelle, et c'était un très grand moment. Mais l'autre aspect de la tenaille, c'est effectivement le comportement, l'effet Abraham, l'effet du pacte Abraham, et l'effondrement de la solidarité des États sunnites par rapport à la cause palestinienne. Là, je trouve que notre ami, puisqu'il est aussi souvent de nos amis, notre ami Gilles Kepel, a fait une analyse tout à fait juste en analysant ce qu'il appelle le fréro-chiisme, c'est-à-dire la rencontre entre les frères musulmans sunnites et le chiisme soutenu et évidemment promu avec la force qu'on sait par l'Iran. Et là, il s'est passé quelque chose de très étrange. Sans doute, les Israéliens et d'autres considéraient que vraiment l'ennemi fondamental des chiites, ce sont les sunnites. Il y a des tas de textes dans lesquels on explique que c'est pire encore que les chrétiens que d'être sunnites, et donc ils ont estimé que si on réglait le problème, comme l'a dit à l'instant Nicole, avec les puissances sunnites, eh bien, ça serait réglé. Il n'y aurait pas de possibilité de rebond. Et ça s'est révélé faux. Et on a cette solidarité entre extrémistes, fanatiques, entre les frères musulmans, le frérisme, et des populations chiites. Et c'est ça qui se produit. C'est assez monstrueux comme collusion. Alors maintenant, dernière chose, l'issue. Alors là, moi, je suis terriblement inquiet. Je lis attentivement un tas de choses depuis 8 jours. Je ne comprends pas exactement, parce que c'est pas très bien analysé dans la presse en tout cas, ce que veut faire, quel est le concept stratégique de Israël. Je crains la vengeance, alors que l'objectif c'est la sécurité et la solution du problème. Là, je crains simplement une logique de représailles et de vengeance. Ça m'inquiète énormément. C'est ça le point commun avec le 11 septembre. Le 11 septembre, qu'est-ce qui caractérise le 11 septembre ? C'est la violence sidérante de l'attaque, c'est surtout la surréaction imbécile, disproportionnée des Américains qui a abouti en quelques années à livrer la moitié du Moyen-Orient à l'Iran. C'est ça que nous devons craindre. J'ai un exemple tout à fait différent, mais pour montrer que la violence est toujours très présente. C'est la guerre d'Algérie. Je pense notamment au massacre de Philippeville de 1955. Qu'est-ce qui s'est passé à Philippeville ? Des braves gens, de braves colons, pieds noirs, sont partis travailler. Ils sont revenus chez eux le soir. Il y avait dans une centaine de familles, leurs femmes étaient tuées, violées, massacrées, les enfants, tout ce qui était, toute leur famille a été anéantie. Ça a fait une centaine de personnes. C'était évidemment insupportable. Qu'est-ce qui s'est passé ? La population pied-noire s'est mobilisée et a procédé à un massacre de tout ce qui était arabe dans la ville. Il y a eu 5000 morts dans les jours qui ont suivi. C'est très grave. Et au bout du compte, cette horreur absolue qu'était le massacre commis sur des civils de pied-noirs a servi profondément la cause du FLN par l'ampleur des réactions. Or là, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est là où je ne suis dans l'incertitude la plus grande. Quelle est la nature comment Israël peut espérer distinguer les représailles sur les populations civiles, la mise en cause de la création de situations humanitaires absolument ingérables d'une option stratégique. Or, si cette affaire est grave, on ne peut pas exclure, même s'il y a un porte-avions américain, on ne peut pas exclure que le Hezbollah, qui est composé de fanatiques, bien financés, bien organisés, bien armés, qui tient un territoire qui est le Liban, on ne peut pas exclure qu'il rentre dans la guerre, on ne peut pas exclure non plus le développement d'une intifada à partir de la Cisjordanie. Et dans cette situation-là, il y a à ce moment-là un risque d'embrasement régional, parce que face à un Iran qui est de plus en plus dangereux, qui est à 2 doigts d'avoir l'arme nucléaire, la tentation peut venir à Israël et à d'autres de dire il faut régler l'affaire. C'est toujours ça, comme en 14, il faut régler le problème. Définitivement, il faut donc liquider l'Iran. Et ça, c'est pas du tout l'hypothèse la plus probable,
mais c'est l'hypothèse la plus grave. C'est le pari de Pascal à l'envers. La probabilité est limitée, mais le risque est immense. Et ce risque d'embrasement régional, je n'arrive pas vraiment intellectuellement à voir comment on peut le maîtriser exactement. Ça dépend effectivement du calcul stratégique de Tsahal et d'Israël. Et ça, on est dans l'incertitude. On nous a donné ce matin 24 heures de plus, 24 heures avant une échéance qui est un véritable trou noir. Je vous rappelle que nous allons, après cet enregistrement, avoir avec le public de la salle une conversation qui nous permettra de développer les points de vue que chacun vient d'exprimer ici. Je vous propose que nous passions aux échos en France, aux conséquences en France de ce 7 octobre. Bien sûr, le chef d'État a condamné le 7 octobre. Il a condamné les attaques terroristes qui frappent Israël. Parmi les partis d'opposition, la plupart ont manifesté leur soutien à l'État juif. Toutefois, la France insoumise a renvoyé dos à dos le Hamas et Israël, bien que dès le 7 octobre, quelques voix se soient démarquées, comme celle de François Ruffin et d'Alexis Corbière, qui ont condamné sans ambiguïté l'acte terroriste du Hamas. À gauche de l'extrême gauche, le nouveau parti anticapitaliste a pris parti pour le Hamas. Ça m'a d'ailleurs rappelé la manière, les trotskistes, comme vous savez, entre les franquistes et les lambertistes ont l'habitude de se manger le nez. Et les franquistes, par contre, donc les adversaires de M. Mélenchon, avaient l'habitude d'appeler le groupe à qui M. Mélenchon appartient, ils les appelaient l'extrême droite de l'extrême gauche. C'est une expression qu'on pourrait réutiliser. Donc le nouveau parti anticapitaliste a pris parti pour le Hamas. L'attitude des insoumis inquiète l'exécutif qui redoute que le conflit ne s'importe en France. Le ministère de l'Intérieur rappelle que 10% de la population se déclare musulmane et Gérald Darmanin avait annoncé dès le 8 octobre un renforcement de la sécurité des lieux de culte et des établissements scolaires juifs dans plusieurs villes de France. Parlant d'un djihad d'atmosphère, il a alerté sur l'existence de relais politiques du Hamas en France. Depuis samedi, plus de 200 actes antisémites ont été recensés. Vendredi dernier, Dominique Bernard, professeur de français au lycée Gambetta Carnot d'Arras, a été poignardé à mort par un jeune homme fiché S, membre radicalisé de la communauté tchétchène. 3 autres personnes ont été blessées. Dans son allocution télévisée, jeudi soir, Emmanuel Macron avait appelé les Français à rester unis comme nation et comme République, assurant que c'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives et de toutes les haines. Selon un sondage Elab BFM, 68% des Français pensent que le conflit au Proche-Orient présente un risque de tension en France. Le président de l'Union des étudiants juifs de France, Samuel Lejoyeux, estime que les élus insoumis comme ceux du RN sont tous deux dangereux pour les juifs de France. Celui-ci s'appuie sur le baromètre IFOP pour l'UEJF paru en septembre, qui indique que 83% des étudiants de confession juive estiment qu'il existe une montée de violences d'extrême gauche au sein des universités et 53% concernant les violences d'extrême droite. La France compte à la fois la plus grande communauté juive d'Europe et la plus forte communauté musulmane. Après l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite vendredi à Arras, la Première ministre a décidé d'élever la posture du plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national au niveau urgence attentat sur cette question. David Jaïs. Oui, dans l'ordre international classique, on opère une séparation entre les affaires intérieures et les affaires étrangères. On a pensé qu'avec l'accélération de la mondialisation dans les années 80 ou 90, les nations disparaîtraient. En réalité, les nations n'ont pas disparu, les nationalismes encore moins, mais la mondialisation de l'information, de la circulation humaine, des capitaux, des réseaux sociaux, a rendu impossible toute distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Et on le voit à l'onde de choc que crée cette attaque terroriste du 7 octobre, y compris dans les sociétés occidentales où on a de gigantesques rassemblements, soit en faveur d'Israël, soit en faveur de la Palestine, qui ont été organisés, et au potentiel de déstabilisation, y compris dans la classe politique, que ce conflit et ces actes atroces peuvent avoir. Le conflit israélo-palestinien est un poison lent pour la vie politique française et européenne depuis un long moment, mais j'ai peur qu'avec la caisse de résonance actuelle, nous ayons franchi un palier dans l'horreur. Et il existait des cordes de rappel qui ne sont plus là aujourd'hui.
La première de ces cordes de rappel, c'était la position consensuelle de la France, de tout son spectre politique, en faveur de la paix, en faveur d'un équilibre, le droit à l'existence, bien sûr, et à la sécurité d'Israël, mais le droit aussi à l'autodétermination des Palestiniens, la défense d'une solution à 2 États, une position d'équilibre qui a été rappelée, par exemple, par Dominique de Villepin sur France Inter cette semaine. Il n'y a plus aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, de ressources disponibles pour la paix en Israël et en Palestine. Pas davantage, me semble-t-il, qu'il n'y a de ressources disponibles aujourd'hui dans la classe politique pour faire entendre de manière très forte cette option. La nullité et même parfois l'abjection du débat politique dès les heures qui ont suivi ces attaques atroces est probablement pour moi une allumette jetée sur un baril de carburant. Et comme c'était prévisible, je n'ai pas les détails, mais l'attaque terroriste dont a été victime cet enseignant à Arras et 2 de ses collègues, et je le crains, une répercussion de cette situation au Proche-Orient, et je le crains, peut-être le début d'une série de traumatismes qui risquent de nous toucher dans notre chair. Donc la seule chose que nous puissions faire, c'est d'essayer de refroidir un peu la situation, de faire entendre la voix que la France fait entendre traditionnellement, mais qu'est-ce que ça veut dire parler d'une solution à 2 États aujourd'hui ? Et puis d'essayer de faire bloc surtout autour de ces premières lignes que sont nos enseignants et qui, avec l'assassinat terroriste de Samuel Paty et avec ses actes à Arras, commencent, je trouve, à payer un trop lourd tribut à cette situation internationale. Béatrice Gibelin. Situation, effectivement, avec l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français, agrégé, travaillant dans un collège, et effectivement une abomination. Et on ne peut pas penser que le passage à l'acte de ce jeune Ingouche, puisque ce n'est pas un Tchétchène, mais c'est quelqu'un qui venait d'Ingouchie, soit lié à ça. Et on était dans cette radicalisation. Et ce qui montre que c'est vraiment très difficile à contrer, c'est que la veille, il avait été contrôlé, y compris son téléphone, et qu'on n'a rien trouvé, et qu'on n'a pas trouvé le prétexte pour pouvoir l'arrêter. Donc, c'est pas qu'il était inconnu, ils étaient suivis, ils étaient connus, et quand même, on n'a pas pu l'arrêter. Donc, ceci donne à réfléchir beaucoup. Mais ça doit aussi nous donner à réfléchir sur l'attitude, j'allais dire, de bons sentiments à gauche. Parce que cette famille qui a été repérée très tôt comme une famille radicalisée devait être expulsée. Et la mobilisation, ils étaient à Rennes à cette époque-là, et la mobilisation d'associations de défense des réfugiés a obtenu in extremis, alors que la famille était déjà presque montée dans l'avion, mais sur le tarmac même, on a pu les récupérer et ils ont pu revenir en France. Le père a été expulsé. La mère est restée seule avec ses 5 enfants. Donc, je pose cette question. Parce qu'on arrive à un moment où il va y avoir un débat sur la loi d'immigration. C'est une question importante. D'une certaine façon, une naïveté de bons sentiments par rapport à une radicalisation islamique pose un problème politique réel. Et le discours aujourd'hui de LFI est un discours éminemment dangereux. Et c'est un discours qui pousse des jeunes Français de culture musulmane, je dirais même pas de confession musulmane, mais de culture musulmane, à se vivre exclusivement comme victimes de discrimination, comme un système vraiment islamophobe et raciste dans ce pays, qui pousse même parfois certains enseignants, jeunes ou pas jeunes, mais à tenir des discours dans les classes qui ne sont pas acceptables, même si on a
la grande majorité des enseignants sont tout à fait remarquables et sans doute que Dominique Bernard a été l'un des plus remarquables parmi tout cela, assurément. Mais néanmoins, on est sur un moment où notre vigilance politique doit être extrême vis-à-vis d'une extrême gauche qui est très dangereuse et qui sert de marchepied à des tensions très fortes en France et à l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Juste un mot, David parlait de faire bloc autour des enseignants. Je pense évidemment qu'il a raison, mais j'ajouterais aussi qu'on peut faire bloc autour de ceux des membres des forces de l'ordre qui exercent leur métier comme ceux qui ont arrêté cet assassin à Arras. Je veux dire qu'ils étaient parfaitement fondés à se servir d'une arme létale et à tuer ce garçon qui menaçait encore beaucoup de monde. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré utiliser le taser en prenant les risques qu'ils ont pris. Et ce faisant, ils ont évité la fabrication d'un martyr. C'est-à-dire que non seulement ils ont exercé leur métier de la manière la plus proportionnelle possible, mais en plus, ils ont politiquement, je pense, rendu un grand service à l'ensemble de la communauté nationale. Nicole Nisotto. Oui, moi je crois qu'il y a 3 mots pour caractériser la situation en France après l'attaque du Hamas. Il y a le scandale, la recomposition et la fracture. Le scandale, c'est l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, qui, du début à la fin, c'est-à-dire depuis une semaine, refuse de qualifier l'attentat du Hamas et le Hamas lui-même comme un groupe terroriste. Alors moi, ça me pose question. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon est un homme très intelligent, c'est un homme très cultivé, qui connaît parfaitement l'histoire de France et du monde. Or, il persiste. Et donc, ça n'est pas par bêtise, je pense que c'est par électoralisme dans la perspective des prochaines élections. Et ça pose vraiment une question. Ça veut dire qu'une fraction de l'électorat de LFI, peut-être une grosse fraction, est antisioniste, ça je crois que c'est reconnu, mais pas loin peut-être de l'antisémitisme. Et moi j'en espère que la gauche, que ce soit le PS, les Verts notamment, quitte la NUPES de façon à renvoyer LFI à sa solitude première et peut-être à discréditer complètement, électoralement en tout cas, Jean-Luc Mélenchon comme porte-parole d'une idéologie qui est parfaitement condamnable en République. Je fais référence là aussi à un article d'Alain Finkielkraut que vous avez peut-être lu dans la presse qui disait « LFI, la France insoumise, c'est la soumission à l'islamo-gauchisme ». Et je crois qu'il n'a pas totalement tort. Donc ça, c'est le premier point. C'est un vrai scandale politique, je trouve, dans notre République. Deuxièmement, la recomposition. Eh bien, la conséquence de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, c'est que Madame Le Pen apparaît comme plus respectable que jamais. Et de tous les discours qu'on a entendus au Parlement, le sien était parfait. Il faut quand même le reconnaître. Elle a parlé de terrorisme, elle a parlé de pogrom, elle a parlé de soutien à Israël. Et donc, une fois de plus, l'extrême gauche radicale conforte la normalisation et l'acceptabilité, peut-être pas du Rassemblement national comme parti en tant que tel, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ne pensent pas comme Marine Le Pen, mais en tout cas de Marine Le Pen comme représentante du Rassemblement national. Et ça, encore une fois, on peut se poser la question de quelle est la stratégie vraiment de Jean-Luc Mélenchon. Et en tout cas, on ne peut pas ne pas prendre en compte le fait que Marine Le Pen a dit les choses qu'il fallait dire. Et troisième point, c'est effectivement la rupture. La rupture, c'est-à-dire avec cet assassinat de Dominique Bernard, on s'était endormi un peu depuis quelques années. On croyait que le terrorisme islamiste s'était assoupi ou déporté ailleurs, en particulier dans les pays arabes eux-mêmes, qui n'ont pas arrêté d'avoir des attentats. Et on découvre que non, c'est pas vrai, qu'il y a toujours des fous de Dieu présents dans notre pays et qui passent à l'acte pour des raisons qui, à mon avis,
le fait qu'il ait été examiné la veille, des raisons qui sont parfaitement irrationnelles. Tout d'un coup, voilà, prendre un couteau, ça ne demande pas beaucoup de préparation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je termine là-dessus, Philippe. Qu'est-ce que la France peut faire par rapport à cette situation? Je crois que c'est mutatis mutandis, parce que la comparaison est un peu osée, mais exactement, on est dans le même dilemme que le gouvernement israélien aujourd'hui dans ses représailles à Hamas, c'est-à-dire effectivement assurer un maximum de sécurité pour les Français, y compris par des mesures de rétorsion et de renvoi aux frontières, le tout dans le respect de l'état de droit. Et ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je sais que j'étais contre, par exemple, le rapatriement en France des djihadistes qui étaient partis en Syrie, y compris de leurs enfants. J'étais très minoritaire, mais je maintiens toujours ma position. Ça va être très difficile pour ce gouvernement. Il faudra vraiment un consensus national au Parlement, d'être à la fois extrêmement sévère sur le plan de la lutte contre le terrorisme et très respectueux de la loi. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est effectivement cette mort de M. Bernard est terrible. Je dois dire que tout ce qu'on voit de lui, tout ce qu'on entend de lui, tout ce que ses voisins disent de lui, tout ce que ses élèves disent de lui, montre que c'était vraiment une personnalité exceptionnelle, intellectuellement, moralement, professionnellement également. Et je crois que c'était le modèle absolument exemplaire de ce que doit être un professeur face à une situation de cet ordre. Et je pense qu'il faut vraiment d'abord avoir présent l'esprit que dans la société française, ce sont les deux catégories qui sont les plus exposées quotidiennement. Ce sont les forces de l'ordre, gendarmes et policiers, et ce sont les professeurs, les instituteurs, les professeurs de collège, les professeurs de lycée, qui sont constamment au premier rang. Et il faut avoir présent à l'esprit que ce sont vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, les hussards noirs de la République. C'est-à-dire que ce sont des combattants, des soldats de nos valeurs. Ils garantissent, et c'est très difficile pour eux, souvent ils manquent à leur tâche, comme tout le monde, il y a des gens imparfaits, mais ce sont eux qui garantissent le fait que nos enfants seront des citoyens normalement constitués, avec des réflexes humanistes, le respect de l'état de droit, le respect de l'autre, qui sont des valeurs essentielles à l'avenir de la nation. Donc je crois qu'il faut vraiment d'abord avoir ce sentiment. Alors sur le plan politique, je dirais un mot de Madame Le Pen. Je ne crois pas que Madame Le Pen ait été si exemplaire par rapport à l'ensemble des forces, par exemple, de la majorité et d'une grande partie des socialistes, enfin les socialistes qui n'étaient pas embrigadés ou intimidés par la NUPES. Elle a dit des choses qui étaient de plein bon sens, qui étaient tout à fait conformes à ce que nous pensions tous, et en réalité, on a tous dit la même chose sur cette affaire-là. Pourquoi c'est cependant un très grand succès pour elle? Pour 3 raisons. D'abord parce qu'il y a l'effet de contraste. Elle a fait des déclarations pro-juives sur fond de déclarations de son père sur le détail et les fours crématoires, le dur à four crématoire. Donc il y a un effet de contraste. Elle s'est retirée de cette abomination rhétorique dans lequel se complaisait Jean-Marie Le Pen, et ça, c'est évidemment important. Deuxièmement, son fonds de commerce, c'est l'opposition aux Arabes et aux musulmans. Or là, par définition, quand on est dans une situation pareille, si on est pour les Juifs, on diabolise, et elle le fait, les Arabes et les musulmans. Et troisièmement, et ça c'est plus préoccupant, notamment plus préoccupant pour les gens qui sont de la majorité ou qui sont au sens large des Républicains, elle porte, c'est implicite, et elle en joue très bien parce qu'elle ne le dit pas, mais elle porte quelque chose qui est l'inquiétude que nous avons tous de voir les règles de l'état de droit nous rendre impuissants. Ça, c'est quelque chose de très important sur les OQTF, sur tout ça. Ça ne marche pas. Ce Tchétchène, on l'a rappelé, qu'on aurait dû envoyer là, entre les organisations humanitaires qui défendent n'importe qui, le bon et le mauvais, etc., parce que il faut les défendre, ce sont des victimes.
par l'incapacité que nous avons à traiter des gens en situation irrégulière, simplement parce qu'on les a pas sous la main, qu'on n'a pas le droit de les avoir sous la main. Alors ils rentrent, on les juge, ils s'évaporent, on dit qu'ils n'ont pas le droit d'être ici, ils s'évaporent, ils sont en situation irrégulière. Il y a une sorte de zone de non-droit absolument impressionnante. Quand on voit, et moi j'ai beaucoup de solidarité à l'égard de Gérald Darmanin, mais quand on voit qu'à Marseille, le président de l'université dit je dois fermer mon université parce qu'il y a du deal de drogue devant et ça peut plus marcher. Ça, ce sont des choses extravagantes. Quand on voit une personne qui est interrogée et qui dit moi je suis chez moi et pour en sortir j'ai un téléphone, on me dit, alors c'est un gang évidemment, et je demande l'autorisation de sortir, on me dit on vous rappelle, quelquefois j'attends 3/4 d'heure et au bout de 3/4 d'heure on me dit vous pouvez sortir. Alors là on se dit ça ne va pas du tout. Et il y a le sentiment qui est animé, qui est évidemment une mise en cause des cours internationales, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice européenne, mais aussi une mise en cause des juges qui souvent exagèrent, déférer Madame Buzyn ou Monsieur Philippe pour la raison de leur politique en matière de lutte contre le Covid, c'est aberrant, c'était des responsabilités politiques dont nous sommes en tant que citoyens les juges et personne d'autre. Tout ça a créé une atmosphère que Éric Schottel fait des articles très brillants là-dessus. Et Madame Le Pen surfe là-dessus avec le risque que une grande partie de nos compatriotes disent le moment venu, oui, on en a assez de toutes ces règles formelles, il faut un coup de torchon, un grand coup de balai. Alors, un dernier mot sur l'extrême gauche. Sur l'extrême gauche, on voit bien tout ça est très précis. Je rappelle que notre ami là aussi, il y en a plein d'amis, notre ami Gérard Guimbert avait fait dans Télos il y a quelques semaines, avant ces événements, un article tout à fait juste sur la stratégie de Mélenchon. Il avait montré que la stratégie de Mélenchon était une stratégie qui se fichait, comme de son premier col marin, de sa position, de conquérir des électeurs aujourd'hui. L'idée de Mélenchon, c'est que on ne gagne, ça c'est aussi une loi de Bayrou, qui les partis tiennent par leur noyau dur, et on ne gagne que si on est collé au cœur fondamental de son électorat. Il faut être radical. Ensuite, quand on a ce noyau dur, eh bien après, au moment de la campagne électorale, on fait mimine à tout le monde, on fait des gestes et on élargit. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec succès lors des dernières élections présidentielles. Et là, c'est ça son idée. C'est qu'il faut coller à ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de plus dur, c'est-à-dire l'islamo-gauchisme qui est le fond de son électorat radical, et qu'à partir de cela, le moment venu, il pourra évoluer. Le problème, c'est que là, c'est trop. Et que la France entière est indignée par ce qui s'est passé, et il faut simplement espérer que la gauche dite démocratique fasse autre chose que d'exprimer des frilosités de gazelle et des condamnations sans rupture. Le moment est venu pour la gauche de rompre cette alliance purement électorale avec le diable. Merci, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en signalant la création d'une revue et d'un site, Cometa, avec un K, K-O-M-E-T-A, qui se propose de faire découvrir à ses lecteurs les voix les plus rares et les plus brillantes de l'Est, et elle les fera dialoguer avec les plus grands auteurs français. Cometa entend partir de l'Est pour éclairer les enjeux de notre monde, et son premier numéro comporte notamment un récit d'Emmanuel Carrère, parti à la rencontre de la Géorgie, et plus précisément sur les traces de sa cousine, qui se trouve être la présidente de la Géorgie. Ce numéro comporte aussi un texte de Milan Kundera, la lettre d'un prisonnier de Poutine, et le cri de colère de la poétesse ukrainienne Luba Yakimtchouk. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais recommander brièvement le livre de notre amie Sylvie Kaufmann. Alors je suis un peu gêné parce qu'après l'avoir reçu et lu, j'ai vu qu'il y avait un mot disant que c'était embargo jusqu'au 18 octobre. Alors là, je vous dis, prenez votre mal en patience, vous achèterez ce livre, ça sera très bien, mais attendez le 18 octobre et là, précipitez-vous chez votre libraire favori. Sylvie Kaufmann, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Disons très simplement qu'il y a quelques mois,
Au début même de la guerre d'Ukraine, les gens disaient « Ah, on n'a pas fait ce qu'il fallait avec les Russes, fallait être gentil avec les Russes, fallait les comprendre, etc. » Ce que montre de façon extrêmement jour après jour, année après année, Sylvie Kaufmann, qui est une des meilleures journalistes. Elle fait partie de ces gens du monde. Il y avait une équipe de soviétologie au Monde qui était remarquable, avec le regretté Michel Tatu et d'autres. Et elle est vraiment au cœur de l'héritière, la dépositaire de cette très grande tradition d'analyse. Et elle montre tout cela. Et là, on voit effectivement à quel point nos pays, et d'abord effectivement l'Allemagne, se sont trouvés totalement en porte-à-faux, en ne comprenant rien à ce qu'était en profondeur Vladimir Poutine. La seule chose que je dirais en conclusion, c'est que sans doute le problème allemand, qui est très profondément lié à cette méconnaissance de la dimension très dangereuse de la Russie poutinienne, ça va plus loin. Aujourd'hui, si nous sommes mal avec l'Allemagne, c'est pas qu'on est mal avec l'Allemagne, mais c'est que l'Allemagne est inquiète sur ses rapports avec la Russie, sur sa compétition industrielle avec la Chine, sur sa sécurité avec les États-Unis et sur ses choix écologiques. Donc il y a un immense trouble de la conscience allemande, et c'est ça qui rend très difficile la création d'une dynamique européenne très forte. Nicole Nisotto. Oui, moi je voulais, je reste dans le divertissement. Par les temps qui courent, ça peut être utile. Je voulais vous recommander le roman d'Hernan Diaz, Trust, qui est sorti aux éditions de l'Olivier et qui est en liste pour quelques prix aujourd'hui en France. Herman Diaz est un auteur américain, c'est son deuxième roman. Il vient d'avoir le prix Pulitzer aux États-Unis. Et Trust, c'est à la fois sur le fond et sur la forme un roman très intéressant, très différent. Sur le fond, c'est une espèce de pédagogie de la haute finance, c'est-à-dire comment devenir très riche en période de crise économique. Alors ça se passe avant, pendant et après 29, et c'est très utile, oui. Mais ça pourrait se passer absolument aujourd'hui. Donc c'est l'histoire très traditionnelle d'un banquier américain qui a épousé une jeune aristocrate américaine, aristocrate. Je ne sais pas pourquoi ils disent aristocrate d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas quelles sont les origines de la noblesse américaine, mais bon. Patricienne. Oui, mais enfin, il dit aristocrate. Hein. Et très riche, très mélomane, très philanthrope, qui a des œuvres philanthropiques un peu partout, mais qui est très mélancolique et qui a une espèce de folie qu'il faut soigner en Suisse. Donc ça, c'est la première partie du roman. On dirait du Edith Wharton. C'est pas très dépaysant, mais c'est très agréable, c'est formidable. Et puis, après, deuxième partie, alors là, on change complètement de registre, et là, c'est la forme qui devient intéressante, parce qu'on a la même histoire de ce couple qui est racontée de trois autres points de vue, la secrétaire du banquier, le banquier lui-même qui tient son journal, etc., etc. Et ça donne une espèce de symphonie à plusieurs voix sur une histoire dont je ne peux pas dire plus, parce qu'il y a quand même une fin, une espèce de mystère à la fin, mais ce qui est quand même tout à fait intéressant, et je pense qu'il aura un prix. Béatrice Gibelin. Moi, je vais rester dans la situation de la France aujourd'hui. C'est un des derniers ouvrages de Caroline Fourest, Génie de la laïcité. Vous la connaissez, c'est une essayiste, journaliste d'une très grande rigueur et qui se préoccupe de l'islamisme et de son influence dans certains milieux français. C'est quand même elle qui a dénoncé Tariq Ramadan, la première. Et depuis 2015, les attentats de Charlie, la laïcité fait l'objet de débats avec des positions entre une laïcité ouverte, plus généreuse, plus souple, enfin plus à l'anglo-saxonne, dirions-nous, et puis au contraire une laïcité très rigoriste, exclusive, défense d'une identité chrétienne absolue. Et cet essai est au fond un essai que je trouve pour ma part pédagogique, précis, qui défend une position équilibrée sur la laïcité, ni fermée, ni ouverte, ni raciste, ni islamophobe, et que le rôle de l'école qu'on a évoqué ce matin est extrêmement important. Et pour avoir un fils professeur d'histoire-géographie dans une banlieue dans laquelle la majorité de ses élèves sont d'origine musulmane, je suis fière de lui.
Béatrice aurait pu ajouter notre amie Caroline Forest, car nous avons enregistré avec elle une émission que nous avons d'ailleurs rediffusée cet été. Génération offensée. Génération offensée, sur son livre Génération offensée. David Jayes. Oui, alors je voudrais faire 2 recommandations, mais je serai bref. Parce que, Pas de menaces, des actes. La première, c'est le livre auquel j'ai fait référence tout à l'heure de l'historien Jérémy Foa, qui s'appelle Ceux qui tombent. C'est une façon très originale d'aborder les guerres de religion par la micro-histoire. On n'est pas dans les histoires de rois, de ducs, de politique étrangère. On est vraiment à hauteur d'homme. Le boucher, le commissaire de police, la lavandière. Il a travaillé sur les journaux intimes, sur les correspondances. Et il essaie de répondre à cette question. Comment des gens qui croquent dans les mêmes fruits, respirent le même air, sont parfois des voisins, voire des cousins, en arrive à s'entretuer et même à se mutiler, puisqu'on n'a pas attendu Daesh pour couper des mains et des têtes. On l'a fait en France durant les guerres de religion. Et son hypothèse, c'est la même que celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est le ressort idéologique de la guerre sainte qui ensauvage, et la volonté de mutiler justement pour estranger le corps du voisin, pour montrer qu'il est radicalement différent et qu'il n'est pas le semblable. Deuxième recommandation très rapide, c'est le documentaire un peu ancien maintenant, de Charles Anderlin, qui s'appelle Le rêve brisé. Je vous le recommande vraiment parce qu'on comprend comment tout ça a capoté, cet engrenage absolument tragique, dont le point de culmination a été évidemment l'assassinat de Yitzhak Rabin. Depuis l'assassinat de Yitzhak Rabin, nous ne faisons qu'aller de Charybde en Scylla, hélas. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site pendant qu'Olivier Magloire veille à répondre à toutes les questions que se posent celles et ceux qui nous financent ou qui ont l'intention de contribuer à notre financement. Je remercie aussi Laurie Galigani et Christian Sori, qui ont assuré l'enregistrement à l'école alsacienne que je remercie d'avoir pendant 7 ans, de continuer depuis 7 ans, ou pour la 7e année, de nous recevoir une fois par mois pour avoir la possibilité d'une rencontre et d'un dialogue avec le public. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la diffusion de cette conversation que nous allons avoir avec le public. Et puis, bien sûr, dimanche prochain pour un nouvel esprit public.